Même s'il est occulté actuellement par le débat sur la pandémie du Covid ou de la Covid-19, il y a un débat permanent qui est lié au développement de la téléphonie, en particulier du nouveau protocole 5G qui est en cours de développement, d'abord sous une forme proche de la norme 4G qui est bien installée et à terme sous une forme différente. Euh, ce développement va se traduire par la pose d'antennes nouvelles ou à côté de celles existantes pour la téléphonie 4G. Les deux technologies devront coexister pendant un certain temps. Cette nouvelle technologie donc pose des problèmes d'ordre public dans la mesure où certains se posent des questions, d'abord sur la dangerosité des ondes qui sont liées à la téléphonie 5G et tous les aspects sociétaux en termes d'impact sur l'obsolescence et la marche globale vers de progrès de la société. Alors, je vais donc faire un exposé sur la 5G telle qu'elle en est et ses perspectives et les impacts qu'elle peut avoir, mais ce débat sur la 5G n'est qu'un débat général sur le rôle des ondes électromagnétiques et leur impact sur nos sociétés, parce que finalement, le débat sur le Linky, le compteur Linky, relève un peu des mêmes technologies. Il y a d'autres, parce que effectivement, les ondes sont au cœur de nos préoccupations. Donc, je vais vous parler d'abord des ondes en général et de la façon dont elles naissent, dont elles meurent, et comment elles interagissent avec les éléments, et en particulier avec les organismes vivants, et nous-mêmes en particulier. En effet, la 5G, qui est en train de cours de déploiement, soulève pas mal de questions. Certains y voyant une technologie mal maîtrisée qui peut être... alors c'est une technologie qui fait la suite, comme je disais, de tout ça. Une technologie mal maîtrisée qui peut être susceptible donc d'avoir des impacts nuisibles sur la santé ou l'environnement. Dans le même temps, d'autres, comme les maires de communes blanches, réclament à tout prix, sinon la 5G, du moins la 4G, afin de permettre le développement de leur zone industrielle ou de leur zone artisanale. Comme tout débat de société, le débat est multifactoriel. Bien sûr, les questions qui se posent sont des questions de santé, des problèmes scientifiques. Qu'est-ce que c'est cancérogène ou pas? Quels sont les effets sur la santé? Quel est l'effet de la téléphonie sur la psychologie des enfants, etc. Et progressivement, on aborde des domaines plus complexes, moins spécifiquement des sciences dures, comme par exemple quel est l'impact de l'énergie, sur la consommation d'énergie dans les télécoms, et puis surtout, est-ce que cette nouvelle technologie ne fait pas partie du grand programme d'obsolescence programmée qui vont faire que tous nos téléphones deviendront obsolètes dans quelques années, avec toutes les dépenses en matériaux et en ressources pour les renouveler. Et en même temps, certains y verront un plan des grands groupes capitalistes pour développer leur business aux dépens de la société. Et enfin, certains aussi y verront la possibilité qu'auront les grands groupes et les gouvernements de mieux surveiller la population. En effet, les ondes sont vraiment les fondements de notre univers et de notre société parce que dès que l'on veut transmettre à distance de l'énergie ou de l'information, il n'y a pas d'autre solution, peut-être à part les pigeons voyageurs et d'autres technologies primaires, d'utiliser les ondes, soit la lumière, on verra, les ondes électromagnétiques, les radios, etc. Donc transmettre l'énergie et l'information, qui est à la base de notre société, nécessite des ondes. Et puis elles servent aussi à analyser, à détecter notre environnement, comme par exemple les radars, qui en sont un cas particulier. Donc la 5G n'est qu'un cas très particulier des ondes électromagnétiques. Je vais donc, dans un premier temps, balayer les ondes en partant d'une onde très familière que le son, qui va nous permettre de caractériser ce qu'est une onde, et puis ensuite de me focaliser sur les ondes électromagnétiques et sur la 5G en particulier. Le son. Le son nous est familier, mais qu'est-ce que c'est que le son? Le son, ce sont des vibrations dans l'air, des ondes de pression qui se propagent environ à 340 mètres par seconde. Et on peut les caractériser par, d'une part, la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance dans l'espace entre deux zones de surpression,
et la fréquence qui est le nombre de vibrations si on se place à un point fixe. La fréquence nous donne la hauteur du son, sachant que notre oreille peut aller difficilement au-delà de 10 000 Hz ou 15 000 suivant votre âge. Et en dessous, on est incapable de détecter les sons en dessous 60 ou 70 Hz. Donc une onde, c'est une perturbation qui se propage par effet de domino de proche en proche et qui transporte de l'énergie sans qu'il y ait transport de matière. Les deux grandeurs à considérer dans les ondes sont d'abord la fréquence, qui correspond au nombre d'oscillations par seconde, sachant que la voix humaine, c'est 64, mais ça a déjà été dit, la longueur d'onde, etc. Les ondes transportent à distance de l'énergie et de l'information. Alors, il est important de se rendre compte comment vivent et naissent, et vivent et meurent les ondes sonores. En effet, quand je parle, ma voix, le son émis par la voix, un jour va s'éteindre, pas un jour, très rapidement va disparaître. Que deviennent les ondes quand elles disparaissent? Eh bien, toutes les ondes sonores, in fine, sont transformées en chaleur, c'est-à-dire que les vibrations sont absorbées par les murs, les vêtements, les personnes, et tout ceci se transforme en chaleur, sachant quand même qu'il faut beaucoup de son pour arriver à chauffer une pièce. Et puis, ce qui est important, c'est de comprendre que les longueurs d'onde des ondes, cette absorption dépend de la longueur des ondes. Les ondes de très haute fréquence, qui ont des petites longueurs d'onde, donc, sont absorbées très rapidement, alors que les ondes de basse fréquence, de grande longueur d'onde, traversent plus aisément les revêtements et les murs. Chacun a pu faire l'expérience dans un appartement ou à côté où il y a de la musique très forte, comme du hard rock, eh bien, les aigus seront filtrés par le mur, alors que les ondes de basse fréquence seront passées. Donc il faut retenir que un paramètre extraordinairement important pour toutes les ondes, c'est la longueur d'onde, qui en gros conditionne l'interaction des ondes avec la matière. Et puis les fréquences, dans les fréquences sonores qui peuvent être transformées en autre forme d'énergie, comme les énergies mécaniques. L'exemple bien connu est la voix du soprano qui peut briser un verre. Donc l'énergie de la voix permet de briser un verre. Donc il y a transformation d'énergie de la voix en énergie mécanique. Mais les sons ne sont qu'une partie visible, pas visible, une partie extrêmement courante, extrêmement familière des ondes. Par contre, il existe d'autres ondes que l'on perçoit beaucoup moins bien, et qui sont ce qu'on appelle des ondes de champ, c'est-à-dire des ondes qui ne se propagent pas dans le milieu, comme les gaz ou les liquides ou les solides, mais qui se propagent dans le vide. Ce sont les ondes de champ. Et ce sont celles qui nous concernent parce que c'est là qu'on trouvera la lumière, les ondes radio ou même les ondes gravitationnelles récemment détectées. Alors, les ondes sont un phénomène électromagnétique, ce sont des ondes du champ électromagnétique. Et il est nécessaire de bien préciser ces concepts dans la mesure où, dans la discussion et dans beaucoup de débats publics, il y a une grande confusion entre les ondes et les champs, qui ont chacun leurs caractéristiques et chacun leur impact. Très rapidement, sans être trop pédant, eh bien, il faut dire que les ondes de champ, il n'y en a pas 49, il n'y en a que 2 possibles. La gravitation donne des ondes gravitationnelles qui ont été observées il y a 3 ou 4 ans et qui sont utilisées actuellement pour observer l'univers. Les seules autres ondes possibles sont les ondes des champs électriques et des champs magnétiques. Ces ondes électromagnétiques ont été découvertes progressivement au milieu du XIXe siècle, et la théorie a été faite par Maxwell en 1860, permettant d'unifier la notion de champ électrique et de champ magnétique et de prévoir l'émission d'ondes. Alors les ondes se propagent dans le vide, peuvent se propager dans le vide à la vitesse de la lumière, elles se propagent aussi dans les milieux, mais en étant ralenties. Nous sommes donc environnés d'ondes ou de champs électromagnétiques. Ces deux grandeurs qui sont aisément rendues confuses dans les débats.
Ici, voilà un ensemble d'équipements. Ici, vous avez en haut à droite, vous avez un appareil d'IRM, résonance magnétique nucléaire, un téléphone mobile, un compteur Linky, un scanner, une plaque chauffante par induction. Ici, c'est un capteur ou un émetteur de champ pour le cerveau humain. Et puis ici, une ligne de transport. Donc tous ces équipements-là sont des équipements qui peuvent être source euh, de champs électromagnétiques ou d'ondes. Et alors, il est important de comprendre qui est source de quoi. Tout d'abord, les champs. Un champ, c'est tout ce qui est créé par une source. Si vous mettez un aimant devant vos yeux, eh bien cet aimant-là va modifier l'espace qui l'entoure dans la mesure où si je rajoute une boussole, eh bien elle va être sensible et elle va être déviée par le champ. Donc l'aimant va créer un champ magnétique. Si maintenant j'avais la capacité à mettre une charge électrique, eh bien ici le champ serait modifié et voilà. Comment les mesure-t-on? Les champs électriques, c'est simple, ce sont des volts par mètre. Pour donner un ordre de grandeur, quand on prend une petite pile bâton de 1,5 V, ceci donne un champ de 40 volts par mètre. La mesure des champs magnétiques est plus complexe et comme simple référence, on utilise des unités qui sont les télas, qui sont des très grosses unités. Souvent, on prend le micro-téla comme référence, sachant que par exemple, le champ magnétique terrestre est de l'ordre de 60 micro-télas. La propriété des champs, c'est qu'ils décroisent très vite en fonction de la distance. Ils sont divisés par le carré de la distance, ou même souvent le cube de la distance, c'est-à-dire que le champ est divisé par 1000 à chaque fois qu'on multiplie par 10 la distance par rapport à la source. Donc les champs, magnétiques ou électriques, sont des champs à très courte portée. Dans notre environnement, la principale source de champs électriques et magnétiques, c'est le courant alternatif, 50 Hz, dont on verra qu'il est incapable d'émettre des ondes. Simplement, il est source de champs électriques et magnétiques. Alors, les courants alternatifs, source de champs, ont deux effets. Donc, l'effet magnétique, en vert ici, qui a la propriété d'induire des courants circulaires dans les solides ou dans les corps qui sont soumis à cette action, eh bien, alors que le champ électrique, lui en orange ici, va induire des courants longitudinaux qui vont, en gros, aller dans le sens du gradient du champ. Donc, les champs peuvent être source de courants induits dans les corps humains en particulier et pourraient donc être susceptibles d'induire des effets néfastes. Alors, quand on fait les calculs et quand on fait les simulations, je vais prendre un exemple sur les lignes de transport de courant, où on distingue les lignes à haute tension qui sont plutôt à 400 000 volts, les lignes à moyenne tension 20 000 volts et nos courants électriques 220 volts que l'on trouve partout dans nos maisons, dans les fils électriques qui circulent dans nos cloisons. Si on prend comme limite légale environ un peu moins de 100 volts par mètre et 6,5 microtéla, eh bien, sur ce graphique-là, un peu compliqué, en fonction de la distance, sous la ligne, à 30 mètres, à 100 mètres, sont portées la valeur en orange des champs électriques et en vert des champs magnétiques. Donc pour faire simple, si on considère les normes qui sont légales, on s'aperçoit que sous la ligne à haute tension et à 30 mètres, il existe encore un champ électrique extrêmement fort qui dépasse les limites. Il faut vraiment aller à une centaine de mètres des lignes pour être en dessous des normes, alors que les lignes à moyenne tension, c'est à la limite environ à 30 mètres, alors que les champs à 220 volts, nulle part atteignent les valeurs limites. Ce qui indique qu'il y a des règles d'urbanisme qui limitent fortement l'urbanisme, la construction de la maison sous les lignes ou proche des lignes haute tension.
alors que le champ électrique et magnétique est généré par les courants 220 volts partout, dans toutes les conditions, sont largement inférieurs aux normes de sécurité. Quand on regarde une éolienne, dont certains peuvent imaginer qu'il soit source de champs extrêmement forts, eh bien, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que en sortie d'éolienne, on a des courants d'intensité variable à 700 volts. Ils sont transformés ensuite en moyenne tension pour être injectés dans le circuit électrique. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'en sortie, les câbles électriques de sortie de l'éolienne ont des caractéristiques tout à fait semblables à une moyenne, à une ligne moyenne tension. D'autant plus que ces câbles sont enterrés. Alors, maintenant, la vie quotidienne, nous sommes entourés de 200 volts, de 220 volts, puisque toutes nos maisons sont alimentées. Et en fait, on peut se poser la question que nos appareils électriques qui sont alimentés à 220 volts sont certainement source de champs électriques, des champs magnétiques, et est-ce qu'ils atteignent des valeurs qui peuvent être dangereuses pour la santé? Donc voilà un tableau extrêmement complexe, peut-être un peu compliqué, que vous pouvez regarder à tête reposée, où en orange, vous avez toujours les valeurs des champs électriques, et en vert, la valeur des champs magnétiques, à 5, 30 cm ou 1 mètre. On s'aperçoit que, hormis dès qu'on est à 30 cm de ces appareils électriques alternatifs, eh bien partout, les valeurs sont très nettement en dessous des valeurs, des limites légales. Seuls quelques appareils, comme les radio-réveils, l'alimentation d'ordinateurs et le sèche-cheveux ou les télévisions, sont source de champs électriques notamment, au-delà des normes, dès qu'on est tout proche d'eux. Mais on réside jamais très proche d'eux dans la vie courante, on est toujours au moins à 1 ou 2 mètres, donc tous ces appareils-là contribuent très peu au champ électrique et magnétique ambiant d'une maison d'habitation. Alors, le Linky, me direz-vous, qui a soulevé beaucoup de craintes, notamment en termes de sources d'émissions. On parlera des ondes plus tard. Si on parle des champs, eh bien, il faut voir que le pauvre Linky ne mérite pas tous les injures, les invectives et les craintes qu'il suscite dans la mesure où c'est un appareil qui est très peu source de champs, 1 volt par mètre. Je rappelle que c'est beaucoup moins qu'une petite pile d'un volt 5, et 0,1 à 0,5 microtela pour le champ magnétique. Donc on est extrêmement en dessous. Le Linky est certainement parmi les appareils électroménagers, celui qui est la source de champ la plus faible, d'autant plus qu'il est, lui, non pas dans la maison d'habitation, mais souvent relégué dans la cave ou à l'entrée de l'habitation. Donc le Linky ne mérite pas les craintes qu'il suscite. En revanche, quand vous allez à l'hôpital pour subir un IRM, vous subissez des champs de l'ordre de 3 à 10 Tela, qui sont de l'ordre de 1 million de fois supérieurs à la limite légale, qui montre que le corps humain, on reverra, est assez résistant aux champs électriques et magnétiques. Alors de tout ceci, l'ANSES, qui est l'association nationale qui s'occupe de la sécurité des alimentations électriques et de la santé en général, édicte des rapports, dont un rapport très complet sur les effets sanitaires liés aux champs basse fréquence, c'est-à-dire le 50 Hz. Et il est important de comprendre comment fonctionne une norme. Eh bien, l'ANSES va croiser toutes les études faites selon 2 axes. D'une part, toutes les études faites en laboratoire sur des modèles ou des animaux, et puis en vertical, toutes les études faites de manière, ce qu'on appelle des études épidémiologiques, qui sont faites sur des études d'échantillons de population. Et la graduation est la même. Il y a éléments de preuve suffisants pour avoir un effet, éléments de preuve limités pour conclure un effet, éléments non conclusifs ou absence de données de qualité, et les données disponibles ne montrent pas d'effet. On s'aperçoit que donc, quand des scientifiques s'expriment sur la dangerosité d'une technique,
le maximum d'assurance qu'ils peuvent faire de manière scientifique, ce n'est pas de dire il n'y a pas d'effet, mais simplement qu'il n'y a probablement pas d'effet chez l'homme parce que il est impossible à, à un scientifique de démontrer que quelque chose n'a pas d'effet. La science, c'est de relier des causes et des effets, et s'il n'y a pas d'effet, il est extrêmement difficile de remonter aux causes. Alors, les études qui ont été faites montrent qu'il n'y a pas, que les champs n'ont aucun effet ou non d'effet conclusif sur pour beaucoup de maladies qui ont été testées, comme les cancers. Il y a un effet possible, mais très limité, et dans certaines études épidémiologiques qui ne sont pas très, avec un signal très faible, peut-être un petit impact ou un petit effet sur les leucémies infantiles. Mais là aussi, comme la santé des populations est extrêmement multifactorielle, il faut des études très précises pour savoir ce qui relève de l'influence des champs et de ce qui relève de d'autres causes plus générales. Mais nous n'avons pas encore parlé des ondes. Qu'est-ce que sont que les ondes par rapport aux champs? Eh bien, très vite, notamment au XIXe siècle, on s'est rendu compte que quand on a d'abord découvert l'effet dynamo, c'est-à-dire que quand on fait varier un champ magnétique dans un bobinage de fil électrique, cela crée un courant, c'est la dynamo, et inversement, quand on fait circuler un courant électrique dans un bobinage, ça crée un champ magnétique qui est ce qui est le principe du moteur électrique. Donc, les deux champs sont couplés, puisque un champ électrique va créer un champ magnétique. Le champ magnétique va lui-même générer un champ électrique. C'est la base des ondes qui sont des phénomènes auto-entretenus dans lesquels le champ électrique oscillant génère un champ magnétique oscillant qui lui-même reboucle sur le champ électrique oscillant. Donc les ondes apparaissent lorsque les deux champs s'entretiennent mutuellement pour se propager. C'est une onde. Donc deux champs oscillants peuvent être couplés, créer une onde électromagnétique qui se propage à la vitesse de la lumière. Pour ça, il faut des grandes vitesses, des grandes fréquences. 100 000 ou 1 million de Hertz sont nécessaires. On est très loin des 50 Hertz du courant alternatif. Quand on fait un calcul, pour émettre avec du 50 Hertz, il faudrait une antenne qui aurait la largeur du diamètre de la Terre, ce qui est absolument irréaliste et impossible. Donc, les ondes n'apparaissent par couplage des champs électriques et champs magnétiques dans des contextes d'oscillation de grande fréquence. Ce qui donne le spectre qui est ici. Vous avez en abscisse ici la longueur d'onde en mètres, 1000 mètres, 1 km, 1 mètre, 1 millimètre, 1 micromètre, 1 nanomètre et un femtomètre. Et en dessous, vous avez des petites figurines qui donnent l'échelle de grandeur des longueurs d'onde correspondantes, qui vont du terrain de foot à la balle de tennis, au point et à une cellule, etc. On appellera ondes radio les grandes ondes de l'ordre de la dizaine de mètres. On appellera plutôt micro-ondes les ondes dont la longueur d'onde est autour du décimètre ou du centimètre ou du millimètre. Puis arrive l'infrarouge jusqu'au micron, avec toute la petite fenêtre ici de lumière visible, plus l'ultraviolet, qui lui est de beaucoup plus petite longueur d'onde, et enfin les rayons X et les rayons gamma. Donc on voit bien que cette échelle-là, c'est une échelle de grandeur, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la longueur d'onde gouverne l'interaction des ondes avec les objets. Et que quelque part, grossièrement, pour donner un ordre de grandeur, une onde n'interagira qu'avec un objet qui est de taille considérable. Donc les grandes ondes, par exemple les ondes radio, qui sont ici, nous traversent gentiment, sérieusement, depuis notre petite enfance, sans qu'il y ait d'interaction notable entre ces ondes de la radio FM qui nous traversent. Et si on veut avoir des interactions beaucoup plus fines avec les cellules ou avoir des effets presque nocifs sur la santé comme les effets cancérogènes, il faut aller vers des longueurs d'onde qui sont des longueurs d'onde de l'ordre de la taille de la cellule ou d'une protéine ou d'un virus, etc. Alors, à cette échelle de grande longueur d'onde correspond l'inverse, les fréquences. Donc les fréquences ici qui vont de 1 million, c'est vraiment les plus grandes ondes que l'on peut émettre,
jusqu'à 10 puissance 20, c'est-à-dire 100 milliards de vibrations par seconde, qui correspond au rayon gamma. La physique implique qu'on ne peut pas émettre des longueurs d'onde plus grandes ou des fréquences plus fortes, plus petites, parce que les antennes, il nous faudrait des antennes énormes pour arriver à coupler les deux champs électriques. Et puis inversement, si on va vers les très grandes fréquences, l'énergie des ondes est telle qu'elles vont créer dans le vide des paires de particules matière-antimatière. Donc elles ne se propageront pas dans le vide et vont créer de l'antimatière-antimatière. Donc les échelles d'énergie, il faut tenir compte aussi du fait que par la mécanique quantique, les ondes électromagnétiques, quand elles interagissent, quand elles transfèrent leur énergie à un milieu, que ce soit un milieu vivant ou un milieu inerte, comme un mur ou un bout de bois, eh bien, ce transfert d'énergie se fait par paquets, c'est la mécanique quantique, c'est-à-dire que l'énergie est transférée non pas de manière continue, mais par petites quantités, qui sont très 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 petites pour les ondes radio. Pour les ondes Wi-Fi, on les voit qui sont 1000 fois plus énergétiques, mais de manière encore extrêmement petite par rapport aux rayons X. Et vous voyez que par rapport aux ondes Wi-Fi, les rayons X sont de l'ordre de 10 millions de fois plus intenses que les ondes Wi-Fi. Le spectre de radio, lui, est très intéressant et très encombré. Voilà un exemple, une illustration de toutes les longueurs, de toute l'occupation des différentes fréquences dans les ondes radio affectées à différentes applications scientifiques, mobiles, satellites, localisation, radio amateur, météorologie, etc. Tout le monde se dispute des créneaux de fréquences pour pouvoir avoir ces applications. Ce créneau-là est très demandé de ces ondes radio parce que d'une part, elles se propagent facilement, elles ont des énergies pas trop élevées, relativement peu élevées, et d'autre part, elles ne sont pas complètement absorbées par les milieux, qui fait que, par exemple, vous puissiez recevoir votre téléphonie mobile à l'intérieur des bâtiments, ou par exemple la radio FM que vous recevez dans vos maisons. Ça veut dire que les ondes ont passé les murs pour arriver jusqu'à l'antenne de votre poste. Donc, un secteur extrêmement convoité, disputé pour de multiples applications en raison des propriétés physiques des ondes qui la composent. Alors, quelles sont les sources et comment disparaissent les ondes électromagnétiques? La source principale des ondes électromagnétiques, eh bien, on va le voir, n'est pas celle auquel on pense toujours. Eh bien, si je prends par exemple un amphi ici, c'est un environnement dans lequel il y a des ondes qui circulent. Quelles sont les ondes qui circulent, par exemple, dans une salle avec des étudiants ou n'importe quelle personne? La source principale d'ondes électromagnétiques, c'est la lumière. Le fait qu'il y ait de la lumière, et de la lumière, soit la lumière solaire si c'est en ligne directe, ou des lumières artificielles qui essaient de retrouver l'impression, les longueurs d'onde de la lumière visible. Et désormais, on utilise de plus en plus des LED, qui sont des systèmes à base de transistors pour générer des fréquences proches de celles du visible. Donc la lumière est la principale et de loin source d'ondes électromagnétiques qui nous entourent. Vient ensuite les ondes infrarouges auxquelles on ne passe pas parce qu'on ne les voit pas, qui est lié au fait, et on le verra tout à l'heure, que tout corps qui n'est pas à une température de moins 273 degrés Kelvin, eh bien, émet des ondes. Pour les corps que nous sommes, à 300 degrés Kelvin, et puis tous les meubles, tout ce qui nous entoure, qui est en gros à 20 et quelques degrés Celsius, eh bien, les ondes émises sont des ondes dans l'infrarouge. On en parlera tout à l'heure. Puis il y a les ondes radio, dont j'ai parlé, qui nous traversent, les ondes de la radio FM, les ordinateurs et les téléphones mobiles. Puis, des ondes radio auxquelles on pense moins, qui sont les radios qui sont issues de l'univers. Le fait que l'univers, qui était extraordinairement dense et chaud à son origine, s'est considérablement étendu dans l'espace. L'espace-temps s'est considérablement dilaté. Il s'est beaucoup refroidi, mais il y a encore une température résiduelle de 2,3 degrés au-dessus de zéro, qui est donc une source faible, mais une source
d'ondes dans les ondes de fréquence de la radio mobile, justement, de la téléphonie mobile. Et puis enfin, quelques rayons gamma, qui sont des rayons nucléaires de radioactivité, du fait que notre corps, par exemple, est composé d'os dans lequel il y a du potassium, et certains isotopes du potassium émettent des rayons gamma. Donc voilà le spectre complet des ondes électromagnétiques dans lesquelles nous baignons journellement. Alors d'où viennent-elles? Eh bien, dans le spectre, là, pour vivre, voilà les ondes radio ici, les ondes de la téléphonie mobile ici. Ici, c'est le rayonnement euh, euh, de l'univers. Nous sommes dans les ondes centimétriques ou décimétriques. Et puis, la zone du rayonnement visible ou proche du visible avec l'infrarouge et l'ultraviolet. Quelles sont les sources? Les principales sources d'ondes électromagnétiques sont les corps chauds, qui ne sont pas au 0 degré absolu. Tout corps qui n'est pas au 0 degré absolu émet des ondes électromagnétiques. Alors, ceci est dû au fait que la température mesure le degré d'agitation des molécules, et que, par conséquent, plus la température est élevée, plus les molécules s'agitent. Or, les molécules, ce sont des assemblages de particules plus, de particules moins, qui vont donc émettre des ondes de manière désordonnée, on va dans de larges barres de fréquences. Donc, par exemple, en fonction de la température, on verra que la température de 3 va vous donner des températures ici. Ici, vous avez l'infrarouge des corps humains et du mobilier. La bougie est ici. Et le rayonnement solaire est un peu plus élevé, centré sur le rayonnement visible et l'ultraviolet. Il y a une fameuse loi, qui est la loi de Planck, qui va exprimer comment l'intensité du rayonnement émis par les corps chauds, à la fois en termes de plage de longueur d'onde, ici c'est les longueurs d'onde, qui vont en croissant de manière logarithmique, ça c'est une courbe logarithmique, et puis vous avez, en fonction de la température, l'intensité. En rouge, vous avez en gros les ondes qu'émettent les corps humains et l'environnement où nous sommes à 25 degrés, par exemple. 3000 degrés, c'est plutôt une bougie, qui est plutôt orientée vers le jaune, alors que le Soleil, lui, est à 5000 degrés. Allô? Annick qui? Ah non, pas du tout. Je vous en prie. Et alors, et enfin, bon, voilà. Deuxième source, c'est au niveau atomique, au niveau presque et au niveau nucléaire, c'est le fait que nous sommes composés d'atomes, et les atomes comportent des électrons, et ces électrons ont des énergies quantiques, quantifiées, c'est-à-dire que leur énergie ne varie que par saut continu, par saut. Et donc, un électron qui a une certaine énergie et qui descend sur un niveau d'énergie plus bas, va émettre un rayonnement électromagnétique dont la fréquence est très précisément le rapport entre l'écart d'énergie entre les deux niveaux, la perte d'énergie entre les deux niveaux, divisé par H, la constante de Planck. Donc, ces rayonnements-là, contrairement à ceux que nous avons vus plus tôt, des rayonnements calorifiques, sont des rayonnements qui apparaissent sur des fréquences très très précises et très particulières. Par exemple, une lampe à vapeur de mercure, voilà les fréquences dans lesquelles elles sont émises. Et on voit bien que le spectre émis par la lampe à vapeur de mercure n'est pas continu, mais correspond à des valeurs bien précises. Il en est de même, par exemple, les lampes au néon, les tubes au néon, dans lesquels on envoie des décharges électriques qui vont propulser les électrons sur des couches hautes, et quand ils vont retomber, ils vont émettre de la lumière, qui est la source de la lumière émise par le tube de néon. Et enfin, la dernière, qui est moderne, qui est récente, puisque ça, c'est la technologie humaine qui l'a promue, c'est le fait que quand on injecte dans une antenne des courants alternatifs très haute fréquence, eh bien, cette antenne va générer des ondes électromagnétiques. Là aussi, il y a un accord, comment dire, n'importe quelle antenne ne va pas émettre n'importe quelle fréquence. Le rendement de l'antenne dépend fortement du lien entre la taille de l'antenne et la longueur d'onde, de la longueur d'onde de l'onde.
Le rendement maximum correspond au fait lorsque l'antenne est composée de 2 quarts d'onde, donc une demi-onde pour la longueur totale de l'antenne, ce qui donne le fait que une antenne, la longueur optimale d'une antenne est donnée par la relation 1,5 mètre divisé par la fréquence en mégahertz. Ceci implique que, par exemple, que les ondes radio, vous avez besoin il est préférable d'avoir pour la FM par exemple, d'avoir des antennes ruban de l'ordre de quelques dizaines de décimètres, alors que pour la radio-téléphonie mobile, cette formule-là vous donne que les antennes nécessaires pour émettre en radio mobile sont plutôt de l'ordre du centimètre ou voire de quelques millimètres. Alors, comment maintenant les ondes qui sont émises vont peut-être être reçues, absorbées, émises Eh bien, le miracle est lié au fait, sans doute, que les ondes électromagnétiques sont très peu entropiques. Eh bien, c'est exactement le processus inverse. C'est-à-dire que les corps chauds émettent des rayons électromagnétiques, mais un corps qui reçoit des ondes électromagnétiques va se chauffer. Inversement, on a vu que des électrons qui tombent sur une couche d'énergie plus basse émet. Inversement, si on envoie une onde électromagnétique avec la bonne fréquence, eh bien, il va promouvoir, faire monter l'électron dans des couches plus hautes, il va l'exciter. Et c'est d'ailleurs un des processus, si on l'excite trop, l'électron va même être libéré de l'atome et va donner ce qu'on appelle un ion, et certains ions peuvent être très dangereux pour la santé. Et enfin, une antenne. Quand une antenne est branchée, elle reçoit des ondes électromagnétiques et ça va générer un petit courant un petit courant électrique, et ce courant électrique va pouvoir être amplifié, ce qui est à l'origine des radios et de la téléphonie. Donc processus symétrique. Alors pour synthétiser ça, et pour classer ces différentes sources et vies et destins des ondes, il y a des sources calorifiques. Tout corps chaud va émettre des ondes électromagnétiques, mais aussi de manière beaucoup plus spécifique sur des fréquences bien particulières. Vous avez l'énergie électrique, l'énergie chimique et même l'énergie nucléaire qui vont émettre des rayonnements à des fréquences bien spécifiques. Une fois que les ondes sont émises, elles vont voyager, et puis, lorsqu'elles vont rencontrer un milieu, dans l'immense majorité des cas, elles vont être retransformées en énergie calorifique. La plupart des ondes se transforment en énergie calorifique. Il suffit de se mettre au soleil pour se rendre compte que le soleil se chauffe. Et dans certains cas, lorsque les fréquences des ondes sont bien accordées avec celles du récepteur, eh bien, elles pourraient être retransformées en énergie électrique, ce sont les récepteurs de radio. En énergie chimique, on l'a vu, ça peut être par exemple des réactions d'ionisation, et puis nucléaire, ce qui est utilisé dans la médecine nucléaire pour traiter le cancer. Donc en vert, ce sont des sources d'énergie qui vont générer des fréquences discrètes spécifiques, alors que tout ce qui est en rouge, lié à la chaleur, sera des spectres continus. Et puis une petite illustration de tous les appareils qui utilisent soit comme émetteur, soit comme récepteur ces modes de transmission. Comment mesure-t-on l'énergie des ondes ? Eh bien, comme c'est le mode dominant, pour caractériser l'intensité des rayonnements reçus par un appareil ou par un environnement, eh bien, on va utiliser l'énergie des ondes en supposant qu'elles sont toutes transformées en chaleur, avec deux cas. Soit on a des ondes peu pénétrantes qui sont bloquées tout de suite à la surface, donc on parlera de watts par mètre carré. Par contre, lorsque les ondes ont une capacité à être absorbées progressivement dans le milieu qui les reçoit, à ce moment-là, on parlera de watts par kilo. La question est, pour la téléphonie mobile, dans quel cas se trouve-t-on ? Eh bien, il se trouve que dans le cas de la téléphonie mobile, eh bien, les ondes, lorsque notre téléphone mobile, qui est aussi un émetteur, émet des ondes, eh bien, elles se propagent un peu dans le cerveau. Alors, attention, ces fausses couleurs-là indiquent des échelles logarithmiques, donc ceci décroît très vite au fur et à mesure que ça rentre dans le cerveau. Eh bien, donc, comme ce n'est pas complètement bloqué en surface, on parlera donc, on mesurera l'intensité émise par les téléphones mobiles en watts par kilo.
j'en reviendrai tout à l'heure, alors que pour des panneaux solaires photovoltaïques où tout le rayonnement est bloqué en surface, on parlera de watts par mètre carré. Alors les effets des ondes, eh bien on va distinguer trois effets. L'effet qui est commun à tout ce qui est sur Terre, tout ce qui est matière, c'est-à-dire composé d'atomes, de molécules, de grandes molécules, de protéines, de l'ADN, etc. On parlera d'effets physiques. Ensuite, le corps humain et les corps vivants sont innervés par l'influx nerveux. Le cerveau est une machine à générer des influx nerveux et à recevoir des influx nerveux. Et, eh bien, on pourrait se poser la question de l'effet des ondes électromagnétiques et des champs électromagnétiques sur les courants, sur l'influx nerveux qui circule, qui pourrait donc avoir des effets physiologiques sur les organismes. Et puis enfin, le cerveau est le siège de la conscience et l'origine du comportement des individus. Il peut y avoir des effets psychologiques aussi, qui ne sont pas directement liés aux ondes, mais directement plutôt liés à l'usage qu'on en fait. Suivant les fréquences, suivant l'énergie, eh bien, les ondes vont, dans un premier temps, agiter les molécules, simplement les agiter, les faire bouger de manière aléatoire. Si on augmente un peu l'énergie, la fréquence, on va pouvoir les faire se déformer, c'est-à-dire qu'elles vont vibrer, elles vont tourner, elles vont vibrer, donc sans perdre la propriété chimique. Par exemple, ça c'est une molécule d'eau qui vibre, eh bien, cette énergie-là de vibration va transformer progressivement en chaleur. Mais si on monte en fréquence et en énergie, on va pouvoir commencer à attaquer les grandes chaînes de molécules de la vie, comme l'ADN, et à ce moment-là, ces molécules sont relativement fragiles, elles peuvent être coupées, elles peuvent être déformées, coupées par les ondes électromagnétiques, ce qui peut conduire à des effets qu'on appelle oncogènes ou cancérogènes. Et enfin, si on augmente l'énergie encore, on atteint les énergies dites d'ionisation, qui vont créer des particules ionisées libres qui peuvent être nocives pour la santé. Et enfin, les rayons gamma à très très haute fréquence qui tuent les cellules et qui sont utilisés dans le traitement du cancer. Donc, les effets seront donc de cette nature-là. Grande longueur d'onde, petite fréquence, la chaleur. Longueur d'onde un peu plus petite et fréquence un peu plus élevée, on va pouvoir commencer à faire vibrer les molécules sans changer leurs caractéristiques chimiques. Et ça fait la production indirecte de chaleur. C'est le principe, par exemple, des fours à micro-ondes. Et puis on atteint les limites mutagènes, c'est lorsque on commence à pouvoir couper les grandes molécules, puis l'ionisation, excitation, qui peuvent provoquer des mutations, des lésions cellulaires et la mort cellulaire. Alors si maintenant on reporte ça sur l'échelle des longueurs d'onde et l'échelle des fréquences que nous avions tout à l'heure, eh bien on s'aperçoit que les effets thermiques, nous les aurons jusqu'à la taille aux longueurs d'onde de l'ordre du micromètre, c'est-à-dire jusqu'ici. Rappelons que les téléphones mobiles sont là, donc toutes ces zones-là correspondent à des énergies relativement très faibles ou relativement faibles qui vont ne faire que agiter les molécules, leur donner et donc créer des effets thermiques. À partir d'ici, on va rentrer dans le visible. Et le visible, comme on le sait, n'est pas forcément dangereux. Mais on sait qu'au-delà du visible, très proche, il y a l'ultraviolet, et on sait que l'ultraviolet peut être une source de cancer de la peau que l'on connaît bien. Donc à partir de là, on atteint les régions où les effets mutagènes commencent à apparaître, avec les rayons ultraviolets, ici les rayons X, et puis enfin les rayons gamma qui peuvent tuer les cellules. Donc on voit que la téléphonie mobile est dans les zones d'énergie extrême, très très loin, de l'ordre de 1 million de fois plus faible que l'énergie lumineuse, et donc on peut s'attendre à ce que ces effets physiques soient très faibles sur les corps vivants. Ensuite, l'effet physiologique. Notre corps humain, le cerveau, est parcouru par des influx nerveux, qui sont des impulsions électriques. Eh bien,
sans rentrer dans les détails, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des interactions, puisque, par exemple, on peut soigner certaines maladies, comme l'épilepsie, en stimulant par des champs électriques le cerveau. Ça veut dire que le cerveau est donc sensible aux champs ou aux ondes électromagnétiques. Il est très peu émetteur parce que les courants sont de fréquence très faible, donc il n'est pas émetteur, mais il peut être influencé par les champs et les ondes. Et en même temps, il est émetteur de champs, pas d'ondes, puisque par exemple, c'est ce qui est utilisé pour l'encéphalographie. Mais quand on regarde par exemple les IRM dans lesquels le cerveau est soumis à des champs magnétiques qui sont de l'ordre du million de fois supérieurs à tout ce qu'il peut endurer dans la vie quotidienne, en fait, beaucoup d'expériences ont été faites dans lesquelles les gens soumis à ces champs magnétiques continuent à penser, à parler, à chanter ou jouer d'instruments de musique. Donc globalement, le corps humain est une machine électrique complexe, mais qui semble être très résiliente aux effets des ondes et des champs électriques et magnétiques, sachant quand même que des effets pathologiques ne sont pas à exclure. Et enfin, les effets psychologiques qu'on peut surtout relier à l'usage intensif plus qu'à l'appareil lui-même. Et il y a par exemple des rapports très détaillés sur la santé des enfants, etc. Et puis ensuite, pour limiter les effets, on a édicté des normes dont l'origine est quelquefois un peu difficile à limiter, mais il y a l'onde à 87 volts par mètre dont on a déjà parlé. Vous voyez que globalement, aux alentours de 60 volts par mètre, pour le champ électrique, les normes correspondent à ça. Je rappelle qu'une pile électrique de 1,5 volt correspond à un champ de 40 volts par mètre. Donc voilà les ordres de grandeur des... Dans notre environnement, quelles sont les ondes les plus courantes, les plus abondantes? C'est de loin la téléphonie mobile. Voilà des échantillons d'analyse de sources électromagnétiques dans des environnements divers, urbains ou ruraux. Et la grande colonne en bleu en dessous correspond aux téléphonie mobile. C'est elle qui est la source principale en général, notamment dans les milieux urbains, moins en milieu rural, qui est la plus grande source d'ondes électromagnétiques. Alors, pour savoir dans votre environnement si vous avez des champs et quelle est leur valeur, eh bien, il faut savoir que d'une part, en allant sur le site Carto Radio qui est ici, vous aurez la carte détaillée de toute la France et de pouvoir, en zoomant, voir quels sont les endroits où sont localisées les antennes, notamment de téléphonie mobile, et aussi les endroits où des mesures ont été faites à la demande de particuliers ou de collectivités et qui vont donner des ordres de grandeur des champs mesurés. Donc ici, vous avez la carte proche du Conservatoire national des métiers des Pays de la Loire à Nantes, avec son antenne au-dessus du toit. Et puis ici, pas très loin, il y a des mesures qui ont été faites et qui ont trouvé que dans une habitation, vous voyez que le niveau global d'exposition était 0,22 volts par mètre, c'est-à-dire très 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 loin des zones. Mais vous pouvez soit demander des mesures ou soit consulter des mesures qui ont été faites dans votre environnement proche. Alors si la téléphonie mobile est la source la plus importante, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle est dans la téléphonie mobile? Il y a l'antenne qui est très visible, que l'on voit partout, sur les toits, qui émet et qui est quelquefois menaçante, ou bien c'est le téléphone que l'on a près de l'oreille et qui lui aussi est un émetteur et un récepteur. Bien, ici, c'est un diagramme de puissance d'une antenne sur un immeuble, où vous avez ici le champ électrique correspondant, en fausse couleur, qui va donner l'intensité. Donc en rouge, c'est les grandes valeurs du champ électrique, et en jaune, moyen, et puis vert et bleu correspondent à des zones de champ électrique très faibles. Et vous voyez que très vite, dès qu'on est à 3-4 mètres de l'antenne, eh bien, les champs électriques mesurés sont très largement en dessous les valeurs qui sont considérées comme des valeurs limites. Donc finalement, une antenne électromagnétique, du moment d'abord qu'elle n'arrose pas le pied de l'immeuble, parce que ce n'est pas l'objectif, eh bien, est une source électromagnétique finalement de faible importance qui décroît très vite. En revanche,
Quand on a un téléphone mobile près de l'oreille, tout près de l'oreille, il a une puissance émise certainement beaucoup plus faible, mais comme il est très près de l'oreille et comme la décroissance des ondes et des champs est au minimum en 1 sur 2, à 1 sur le carré de la distance, il est évident que pour un corps humain, les téléphones mobiles près de l'oreille sont des sources beaucoup plus importantes d'émissions que les antennes, sauf si on est un réparateur et qu'on monte sur le toit pour la réparer en général en coupe pendant quelques instants. Mais très vite, dans l'environnement, l'effet dominant de la téléphonie mobile, c'est les téléphones mobiles que les gens portent à l'oreille. Pour limiter l'impact de ces ondes, eh bien, je vous ai parlé de la mesure de la quantité d'énergie reçue par votre tête, par votre cerveau. On a émis un paramètre qu'on appelle le débit d'absorption spécifique, auquel doit satisfaire tout téléphone mobile et qui doit limiter les émissions de l'ordre de 0,2 à 1 watt par kilo, le maximum étant 2 watts par kilo, ce qui correspond à 2 watts en tout pour une tête humaine normale. Et puis quand vous portez votre téléphone sur le ventre ou dans votre poche, il faut que votre corps reçoive en moyenne moins de 0,82 watts par kilo, ce qui correspond à 6,5 watts sur l'ensemble de votre corps. Donc voilà les limites de puissance que votre téléphone mobile lorsqu'il émet, doit vous transmettre, sachant que quand on compare par exemple à l'énergie qui est l'énergie que l'on reçoit de la lumière du soleil, dont je rappelle qu'elle est beaucoup plus proche des ondes cancérogènes que les ondes mobiles, on s'aperçoit que les énergies de la téléphonie mobile sont d'un ordre de grandeur plus de 10 fois plus faible que celle de l'énergie lumineuse. Ça, c'est des caractéristiques générales des ondes électromagnétiques, mais la 5G. La 5G est le résultat d'une progression technologique qui est partie de 1980, la 1G qui était la téléphonie classique, la voix. À partir de la 2G en 90, on a commencé à faire circuler la voix non pas de forme analogique mais par manière numérique. Puis les données en 3G et la 4G qui actuellement est très répandue et que nous avons tous dans nos appareils correspond à une seule plateforme qui transmet la voix et les données sur les mêmes canaux. Quel sera donc l'intérêt ou quels sont les objectifs de la 5G? Les objectifs de la 5G sont liés au fait que ici la 4G est très liée au rapport entre humains, puisque ce sont des données, ce sont des voix, des données numériques, etc. Mais il y a de plus en plus d'appareils connectés. Alors vous les connaissez peut-être par vos montres connectées et par d'autres appareils. Mais certaines prévisions laissent penser que de très nombreux appareils vont se connecter sur Internet, comme par exemple le pistage de voiture, la conduite automobile, la gestion à distance de processus médicaux, etc., qui vont faire exploser le nombre d'utilisations et qui fait que, sans parler d'ondes, mais la façon dont les ondes sont utilisées en 4G, on est très loin de la valeur optimale. La 5G va chercher à optimiser l'utilisation des fréquences des ondes disponibles pour pouvoir connecter beaucoup plus on parle quelquefois de capacité à connecter 1 million de connexions par kilomètre carré. Donc il y a une certaine, disons, continuité d'innovation technologique avec des possibilités techniques accrues qui vont peut-être laisser être à la base de nouvelles applications. Est-ce que ce sont des besoins ou est-ce que ce sont des besoins réels ou des besoins induits? L'avenir nous le dira. Alors la 4G, la 5G a 4 domaines, là ils en ont 2 sur la figure. Mais actuellement, il y a de la 5G qui tourne de manière expérimentale dans le domaine des fréquences, que d'ailleurs la fréquence jaune, qui est celle-ci en gros, qui est la fréquence de la 4G. C'est-à-dire que lorsque les antennes 4G ont un peu de place ou de bandes de fréquences disponibles, elles peuvent émettre selon le protocole 5G, ce qui permet à certains appareils
déjà équipés de pouvoir travailler en 5G. Mais les fréquences dédiées spécifiques nouvelles au 5G se situeront ici et correspondent entre 3400 à 3800 MHz et correspondra donc à de nouvelles antennes spécifiques à l'antenne 4G. Et dans un avenir plus lointain, il est anticipé que les zones de fréquence étant extrêmement bien densément occupées, il y aura une deuxième génération de 5G qui sera à des fréquences plus hautes, environ 10 fois plus hautes, à 26 000 MHz. Alors, ces ondes de 5G ne sont pas dans un monde neuf, ne sont pas des ondes qui arrivent. Il y a déjà énormément d'ondes qui sont émises dans ces zones-là. Les alarmes de vos maisons, les alarmes de vos voitures, le Bluetooth pour connecter vos appareils sur votre ordinateur, votre télé, la Wi-Fi, le four à micro-ondes, et puis à terme, vers les très hautes fréquences, déjà les scanners d'aéroports et de gares opèrent dans les fréquences qui seront celles de la future 5G. Donc spectre extrêmement encombré, de grosses négociations pour essayer de répartir les bandes de fréquences allouées à chacun. Et donc la 5G-A correspond en gros aux fréquences qui sont celles quasiment actuelles de la 4G, alors que celles de la 5G-B correspondront à des zones de fréquences plus élevées. Que disent les expertises pour les ondes et pour la 5G? Eh bien, vous pourrez lire le détail. Après les premières mesures qui, dans les années 2005, donnaient quelques signaux faibles pouvant laisser penser que certains cancers pourraient être induits par les ondes électromagnétiques, l'explosion attendue ne s'est pas vérifiée. Et donc, les conclusions disent que, en 2013, puis en 2020, confirmées, ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires avérés. On fait référence à ces publications qui, à un certain temps, avaient évoqué une possible augmentation, mais dont les effets à long terme n'ont pas été vérifiés. Des effets biologiques réversibles, j'en ai parlé, quand on voit les effets de l'IRM sur le cerveau, c'est réversible. Et puis, certains effets biologiques qui ont pu être ici ou là détectés, on n'a jamais pu faire un lien direct de causalité. Tous ces effets-là intervenant dans un contexte multifactoriel, il est difficile de sortir la valeur. Donc, de tout ceci, il est conclu que de toutes les technologies modernes, dans lesquelles on pourrait mettre par exemple la voiture, l'électricité, etc., les ondes radiomobiles ne sont pas une source, avec 25 ans de recul, la conclusion, c'est que l'exposition sous du seuil thermique est peu susceptible d'être associée à des effets néfastes. Peu susceptible d'être associée, c'est le maximum qu'un scientifique puisse dire, puisqu'il ne dira jamais que quelque chose n'a pas d'effet. L'extension, si on étend la 5G dans la même zone 5Ga, il y aura des risques sanitaires nouveaux peu probables, puisque dans les mêmes zones que la 4G. Par contre, pour la 26 GHz, il faut faire des études complémentaires parce qu'il n'y a pas de données insuffisantes pour savoir s'il y a des risques ou pas, sachant qu'on commence à avoir des informations par le fait que ces données sont déjà utilisées de manière intensive dans les scanners d'aéroports Mais allez sur le site et vous aurez l'ensemble des informations très détaillées, mais à la fois sur la méthodologie et toutes les discussions détaillées des experts pour aboutir à ces conclusions. Les enquêtes épidémiologiques dont il fait les références dans les études sont toujours très difficiles parce que les effets sont faibles, c'est-à-dire on a affaire à des signaux faibles. Certaines études épidémiologiques comme celle de Suède montrent pas d'effet spécifique lié à la téléphonie mobile. Au Danemark a trouvé un effet, une augmentation d'un certain type de cancer très spécifique. D'autres, en Australie, ont vu des effets sur un certain type de cancer et une autre incidence plutôt en décroissance sur un autre type de maladie. Tout ceci ne dit pas qu'il n'y a pas d'effet, mais tout ceci indique que s'il y a un effet, il est très faible et donc très difficile à singulariser dans les études d'épidémiologie de santé,
dans la mesure où la santé est multifactorielle, donc il est très difficile. Et d'autre part, toute étude épidémiologique a beaucoup de peine à distinguer ce qui relève du style de vie et ce qui relève de l'effet que l'on recherche. En effet, les très grands utilisateurs, par exemple, de téléphonie mobile, ont sans doute un style de vie différent, des façons de se comporter, des niveaux d'éducation, etc., que ceux qui utilisent très peu la téléphonie mobile. Donc, est-ce que les signaux faibles observés dans les études épidémiologiques relèvent des ondes électromagnétiques ou bien simplement sont des signaux liés à la différence de vie des catégories de population? Eh bien, ceci reste encore à déterminer et il y a toujours des études en cours. Les études épidémiologiques sont toujours complexes dans tous ces problèmes où se mêlent le psychologique, etc. Et surtout lorsque ce sont des effets avec peu. Par exemple, il est très difficile d'arriver à relier les causes, de trouver les causes et de les relier de manière systématique. Par exemple, pour les fermes dans lesquelles on observe un taux de mortalité du bétail importante. Et ceci relève aussi un peu des personnes qui sont électrosensibles, sachant que tous les avis scientifiques disent qu'il n'existe pas de critères diagnostiques validés à ce jour, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu, par exemple, relier le fait que les personnes électrosensibles seraient plus sensibles que les autres. Elles ne détectent pas plus que les autres les champs électromagnétiques. Mais les plaintes formulées se déclarent correspondent à une réalité vécue. Ces gens sont réellement mal à l'aise, malades, ont des maux, etc. Mais dans ces malaises, dans ces maux, il est très difficile de savoir si c'est vraiment une cause physique ou bien simplement une phobie. Est-ce que c'est la crainte ou la perspective qui est des ondes qu'elles craignent, ces personnes-là, qui serait la source de maux, de tête ou de mots, etc. C'est ce qu'ils ont dit ici en disant que il n'y a pas que l'effet nocebo joue certainement un rôle non négligeable dans l'électrosensibilité. Donc tout ce qui touche à l'épidémiologie, aux effets sur la santé, dans le domaine des ondes, sont extrêmement difficiles à cerner et certainement peu importantes, et parce qu'ils sont noyés dans des tas d'effets liés au fait que la santé est multifactorielle. Alors, les rapports d'expertise qui sont émis, oui, là, de manière extrêmement détaillée, hélas, dans les débats d'opinion, les experts qui devraient être supposés éclairer l'opinion, en fait, souvent, l'opinion a déjà son idée toute faite, ou les personnes ont les idées toutes faites, et l'expertise scientifique n'est là que pour soit conforter leur opinion, auquel cas elles diront que les expertises sont extrêmement importantes et confortent exactement ce qu'elles pensent. En revanche, si les expertises vont à l'encontre de leur opinion, il est évident que ces expertises-là soient parce que les experts sont pourris, qu'ils nous mentent, qu'ils manipulent ou qu'ils sont incompétents. Donc, l'expertise n'est pas là au service pour éclairer l'opinion. L'expertise est ce que j'appelais au départ l'otage, c'est-à-dire l'expertise est là pour valider nos présupposés et non pas les asseoir sur des bases rationnelles. Dans tous ces débats-là, la science est en position d'infériorité parce que par définition, elle doute. Le doute, l'arme de la science, c'est le doute. Toujours mettre en cause les certitudes, Donc un scientifique avance toujours de manière extrêmement précautionneuse et par exemple, dans un débat télévisé, si on met en place un adversaire de la 5G qui dira, comme dans ce site militant, les ondes tuent, les ondes électromagnétiques artificielles qui nous envahissent de manière exponentielle sont des ondes de mort, des ondes morbides, ça c'est une affirmation. Le scientifique... Allô? Allô, monsieur Renaud? Oui. Oui, c'est la pharmacie La Chaulière. Oui. Je vous téléphone parce que votre médecin vient de me rappeler. Oui. Et remplace le Nasacort par Mométazone, c'est Nasonex, c'est la même chose, je ne sais pas si vous connaissez. Non, donc j'en passerai prendre? Oui? Vous prenez les génériques?
Vous prenez, pardon? Vous prenez les génériques? Oui, bien sûr, sans problème. Ah, donc on en a. Donc vous passez quand vous voulez. Merci. À bientôt. Ah, N'oubliez pas la carte vitale, surtout quand vous viendrez. bien sûr. À tout à l'heure, ou bientôt, peut-être demain matin. Alors, À demain. Entendu. Bonne. Au revoir, monsieur. au revoir. En revanche, le scientifique, lui, avancera de manière rationnelle mais raisonnée en disant on ne peut pas exclure le fait que dans certaines conditions, il y ait des effets, mais aucune donnée ne semble indiquer que l'exposition à radiofréquence induise. Donc de manière extrêmement contournée en disant donc dans un débat public dans des médias, notamment les fameux débats télévisés, le scientifique sera toujours en position de faiblesse parce que s'il est un réel scientifique, il avancera de manière très prudente en prenant des précautions qui sont celles nécessaires pour préserver le doute scientifique, alors que les autres vont avancer des vérités premières qui, bien sûr, seront plus faciles à aborder par l'opinion. Donc, le scientifique, il agit comme un scientifique, eh bien, est en position d'infériorité dans les débats, sur ces débats de société. Et on le voit bien dans le cadre du Covid-19, où les quelques scientifiques, malheureusement, qu'on voit le plus sur les télés, avancent à coup d'affirmations définitives, qui sont d'ailleurs contredites dans les jours qui suivent, alors qu'en tant que scientifique, ils devraient avancer de manière beaucoup plus prudente en donnant notamment leur marge de méconnaissance et d'incertitude. Enfin, le principe de précaution qui est souvent avancé, qui est inapplicable. Certains disent la 5G oui, mais lorsque les études auront prouvé qu'il n'y a pas de risque. Or, les études scientifiques ne prouveront jamais qu'il n'y a pas de risque. Qu'est-ce que c'est que le risque? Qu'est-ce que c'est qu'un petit risque? Qu'est-ce que c'est qu'un risque infime? Qu'est-ce que c'est qu'un risque si c'est un cas sur 1 milliard, ou etc. Donc, la science ne se prononce pas sur les choses qui n'ont pas d'effet, qui n'existent pas. Elle donnera des probabilités, diront qu'elle est faible, mais elle ne pourra jamais dire que ça n'existe pas. Donc, le principe de précaution, dans son absolu, va à l'encontre de l'esprit scientifique, puisque la science, elle, ne peut que quantifier des effets d'une cause mesurable. Ceci fait référence, a été illustré par les fameux Shadocks, qui ont très bien illustré le principe de précaution, selon l'image qui est ici. Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Bon, ensuite il y a ça, mais je vais l'enlever. Dans les débats de société, l'énergie finalement, est-ce que finalement la 5G ne va pas accroître la consommation d'énergie? Il y a des éléments favorables, il y a des éléments défavorables. Le trafic va certainement augmenter. Il y aura de plus en plus d'objets connectés. Les stations d'émission sont composées d'antennes multiples, donc plus compliquées et avec des sources d'alimentation plus importantes. Et comme elles ont plus faible portée, il faudra multiplier ou développer le nombre d'antennes. Donc tout ceci va accroître à la fois les équipements et la consommation de ces équipements. En revanche, la 5G sera plus intelligente, donc par octet transmis, l'efficacité énergétique sera meilleure, sauf que la croissance des octets transmis va certainement plus que compenser l'efficacité énergétique. Les objets indépendants vont lancer des études très précises sur l'économie d'énergie, puisque plus il y a d'objets connectés, il est évident qu'on ne pourra pas se permettre d'aller les alimenter ou changer les piles tous les 8 jours. Donc les objets indépendants seront extrêmement économes en énergie. Les antennes sont plus sélectives, puisqu'elles émettent que si elles sont sollicitées et dans une zone dans laquelle elles ont perçu des demandes de connexion. Il y aura des modes veille, elles se mettront en veille lorsqu'il n'y a pas de demande. Et puis, on peut estimer que la 5G va permettre le développement du télétravail et du télétraitement médical ou de télésurveillance des systèmes industriels qui diminuera le transport physique de matériel et de personnel qui est toujours coûteux en énergie. Donc bilan très contrasté. Au bilan, l'énergie, secteur télécom devrait avoir une énergie en augmentation si la 5G s'implante,
mais sachant que le secteur télécom, il est 3% de l'énergie globale dans le monde, bien très très loin de l'énergie pour chauffer les habitations, pour l'industrie et pour le transport. Donc, in fine, voilà les éléments. Si je conclus de manière un peu personnelle, je dirais que dans tous les arguments qui sont avancés pour ou contre la 5G, les arguments les plus faibles sont les arguments de type sanitaire, santé ou effet physique. C'est une technologie qui certainement ne va pas accroître de manière extraordinaire, de manière importante les effets sur la santé déjà observés pour la 4G. En revanche, ça pose de vrais problèmes de société en termes de renouvellement de matériel, de consommation de ressources pour construire les nouvelles antennes, éventuellement augmentation du trafic et de l'énergie consommée, obsolescence des téléphones. Le fait aussi que toutes ces technologies sont sous la main de grands groupes internationaux et qui auront un peu plus que déjà ils ne le font, si c'est possible, des moyens de contrôle et de collecte des données sur les personnes. Donc, vous avez les bases scientifiques. Désormais, si vous êtes pour ou contre la 5G, ce sera en fonction de vos choix de société. Soit vous direz, comme Aurélien Barraud, la 5G tue non pas à cause des effets des ondes sur la santé, mais en tant que création artificielle d'un besoin arbitraire, aux conséquences dévastatrices, ou comme d'autres, comme le commissaire Thierry Breton, qui lui a été sensible au fait qu'actuellement l'Europe souffre d'être à la traîne dans beaucoup de domaines parce que les technologies comme les GAFA électroniques, les puces sont faites ailleurs, que les GAFA, les grands groupes de télécom sont américains. Et sa préoccupation est si l'Europe loupe la 5G, elle se retrouvera une espèce de zone blanche dans un environnement où toutes les autres régions du monde auront admis et utiliseront la 5G. Quels sont les impacts économiques là-dessus? Donc on comprend très bien l'alternative, qui est un choix de société, ou bien vous faites un choix, j'allais dire presque de réduction ou de modération de l'innovation et plutôt d'aller vers une société beaucoup plus économe avec toutes les implications sur nos niveaux de vie, ou bien vous pensez qu'il est nécessaire d'un point de vue global, au niveau mondial, que l'Europe s'équipe en 5G pour pouvoir être à l'égal des autres grands groupes comme la Chine ou ailleurs. À vous de faire votre choix. Mais de toute façon, ma conclusion, c'est que s'il devait y avoir des effets qui sont de toute façon faibles sur la santé des ondes, eh bien, les téléphones mobiles sont tellement impliqués dans notre vie que comment imaginer notre vie sans la téléphonie mobile? Eh bien, peut-être que les populations seront prêtes à accepter des effets un peu néfastes. Par exemple, la population admet l'automobile, qui est un problème de société majeur en termes de sécurité, puisqu'il y a des milliers de morts, eh bien, est acceptée quand même par la société parce qu'elle estime que les avantages compensent les désavantages. Donc, la téléphonie mobile fait certainement partie des technologies que si elles devaient être choisies, la population seront prête à accepter un certain nombre de problèmes éventuellement de santé dans la mesure où les avantages feraient plus que compenser ces inconvénients. Voilà, nous avons donc fait un grand tour sur les ondes, la façon dont elles naissent, la façon dont elles propagent, la façon dont elles interagissent avec les milieux. Et nous avons terminé par l'analyse plus particulière de la technologie 5G, qui est celle qui nous préoccupe, avec, pour simplifier, l'idée que cette technologie-là, notamment celle qui est proche de la 4G, n'introduit aucun risque sanitaire ou de santé supplémentaire, alors que peut-être il y a encore des études qui sont nécessaires pour la 5G qui dans quelques années sera peut-être développée.
Et que donc le vrai débat sur la 5G ne devrait pas être des débats sur sa dangerosité ou sur ses effets sanitaires ou pas, mais devrait être un choix de société. Est-ce qu'on accepte la 5G parce qu'elle est nécessaire au développement technologique, à l'innovation et à la vie économique de notre pays, ou est-ce qu'on doit ne pas l'accepter parce qu'elle participe de cette marche ou de fuite en avant, comme diraient d'autres, vers le progrès indéfini? À vous de choisir.